Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par vous présenter Yann Le Poec. Alors, Yann Le Poec, il est un peu comme Obélix. Ne dites pas trop de bien de moi, ma femme va pas le croire. D'accord. Promis, j'en dirai pas trop. Donc Yann Le Poec est un peu comme Obélix, mais il n'est pas tombé dans la potion magique quand il était petit, mais il est né à Carthage. Donc, étant né à Carthage, on peut dire que déjà, il y avait une forme de prédestination pour ce qu'il allait devenir par la suite. Alors, Yann Le Poec est un universitaire, il est professeur d'université, et c'est un spécialiste connu et reconnu de l'histoire romaine. Alors, je ne vais pas vous infliger la longue liste de ces ouvrages, parce que sinon, toute la conférence va y passer, c'est dommage. Je vais simplement en citer trois. Donc, tout d'abord, un ouvrage qui s'est vendu quand même à 40 000 exemplaires, et pour un ouvrage d'histoire romaine à 40 000 exemplaires, c'est quand même une belle performance, parce que le sujet est quand même relativement pointu. C'est l'histoire romaine qui est paru donc, aux presses universitaires de France en 1991, et qui s'est, comme je vous l'ai dit, vendu à 40 000 exemplaires. Autre ouvrage à noter, c'est La guerre romaine, qui est paru chez Taillandier en août 2014. Je parlerai aussi d'un ouvrage qui est paru en anglais, qui est sur... En américain. En américain, pardon. Ce qui est beaucoup plus drôle. Non, mais c'est... En américain, voilà, donc... qui est paru en 2015, oui. Vous me corrigerez si, en 3 volumes. C'est une forme d'encyclopédie, pareil, c'était sur l'armée romaine, je crois. Encyclopédie de l'armée romaine. Voilà. Et le dernier ouvrage en date, qui sera disponible à la fin de la conférence, donc Spartacus, chef de guerre, chez Taillandier, qui a fait l'objet d'un entrefilet et d'une critique dans un ouvrage satirique qui paraît le mercredi. Voilà. Donc, le thème de la conférence de ce soir, c'est Spartacus. Alors, Spartacus, tout le monde, peu ou prou, connaît qui c'est, tout le monde a en tête le mythe de Spartacus, le mythe popularisé par Hollywood avec un acteur américain fort connu. Tout le monde sait à peu près, on va dire, également la charge symbolique, puisque au début du siècle dernier, il y avait même des personnes qui sont appelées des spartakistes. Le mythe de l'esclave qui se révolte contre un système d'oppression, c'est ça aussi qui est devenu Spartacus. Mais Yann Le Poec n'est pas là pour parler de la récupération par Hollywood ou par d'autres factions du mythe de Spartacus, mais il est bien là pour parler de Spartacus, de qui était Spartacus, de son histoire et de ce que l'on connaît de lui avec toute la recherche historique disponible à ce jour. Et je vous laisse immédiatement la parole. Merci. Vous avez bien fait de ne pas dire trop bien de moi, quand même. Vous avez été la commande. Oui, vous avez été prudent. Ceux qui me connaissent, il y en a quelques-uns dans cette salle, ont sans doute été surpris de voir que je me suis intéressé à Spartacus. Évidemment, quand j'ai commencé ma carrière d'enseignant en histoire romaine, j'ai rencontré Spartacus, j'ai consacré d'ailleurs dès la première année 1 heure de cours sur ce personnage et ce qu'il a fait. Puis je l'ai oublié et il n'est plus entré dans les directions de recherche majeures qui m'ont préoccupé. Jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, où une revue d'histoire pour grand public m'a demandé de faire un article sur Spartacus. J'ai dit pourquoi pas, j'ai repris la documentation. Et puis c'est ma femme qui m'a dit, mais tu serais gentil de me faire pour une fois un livre qui soit lisible, qui sorte des horribles choses érudites que tu fais d'habitude, et tu me feras un Spartacus. Alors voilà, je le lui ai fait. Et en fait, ça m'a tout de suite... déjà, quand j'avais commencé cet article, pour rédiger cet article dont je viens de parler à l'instant, pour une revue, beaucoup de choses m'avaient étonné dans la façon de présenter le personnage et ce qu'il représente, parce que bon, l'homme, on s'en fiche, ce qui est derrière sont les gens qui sont avec lui, qui sont évidemment importants pour l'historien.
je me suis rendu compte que Spartacus n'avait intéressé en gros que 3 groupes de gens: les historiens marxistes, les historiens libéraux et les cinéastes américains. Et alors, dans cette trilogie, tout le monde était au moins d'accord sur 2 points qui sont certainement faux. Le premier, de dire que Spartacus a été un soldat, et le deuxième est de dire que, ayant été gladiateur, il était capable de commander des hommes et de les mener au combat. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi. Alors les sources sont peu nombreuses, elles sont parfois floues, parfois contradictoires, il y a des lacunes, il faut vraiment les prendre pour écrire. Je crois qu'il y a environ 180 pages de texte, plus les notes, hein, pour faire le livre complet. Sur ces 180 pages de texte, j'ai quand même eu vraiment bien du mérite pour... il a fallu les commenter très dans le détail. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est que finalement, mes prédécesseurs, historiens marxistes ou historiens libéraux, se sont intéressés essentiellement à leurs propres problématiques. Bon, les marxistes n'avaient qu'une chose en vue, c'est de savoir si Spartacus entrait dans le cadre de la lutte des classes. S'il était pré-marxiste, proto-marxiste, marxiste à 100% ou pas marxiste du tout. C'est une problématique, bon, je respecte les marxistes et leur idéologie, même si je ne la partage pas, qui ne m'intéresse pas beaucoup. Quant aux libéraux, pour eux, ce sont, j'appelle les historiens libéraux, les non-marxistes, ou ce que les marxistes appelaient les historiens bourgeois autrefois. Les historiens libéraux, eux, voyaient en Spartacus le héros de la liberté. Liberté avec un L majuscule, Spartacus se révoltait pour imposer la liberté partout, et c'est faux. Et puis les cinéastes américains ont inventé évidemment on fait du roman, si j'ose ainsi m'exprimer, mais je ne le leur reproche pas du tout non plus, bien entendu. Le cinéaste n'est pas là pour refaire de l'histoire. Quand des fois je vais au cinéma, voir des films qui ont un fondement historique, je ne vais pas pour y prendre une leçon d'histoire, je vais pour voir une belle aventure, des héros courageux, etc. Bon. Alors, de cela résulte un double étonnement. Premièrement, personne ne s'est vraiment posé la question que doit se poser tout historien, et que mes anciens étudiants connaissent. La question fondamentale à laquelle doit répondre tout historien, c'est qui a fait quoi, où et quand. En fait, par exemple, nous allons voir tout à l'heure la marche de Spartacus. À un moment donné, il arrive dans une ville du sud de l'Italie, qui s'appelle Tourioi, avec ses soldats. Et puis, suivant les traditions, ou il remonte vers le nord, ou il va vers l'ouest. Tout le monde s'en fiche. Il n'y a aucune discussion. Alors les gens choisissent une des 2 versions sans donner d'explication pour leur choix. Et puis il y a quand même quelque chose qui était encore plus extraordinaire, qui m'a beaucoup plus étonné, c'est que, tout de même, nous allons voir tout à l'heure que Spartacus a rassemblé des hommes, il les a fait combattre, et il a détruit des légions. Il en a même détruit beaucoup. Or, nous allons voir tout à l'heure, je vais vous dire tout à l'heure que le légionnaire, c'est un personnage extraordinaire, c'est un combattant exceptionnel. Et donc, les esclaves de Spartacus, ça n'était pas de la racaille, ça n'était pas la lie de l'humanité, même si les Romains le pensaient parfois. C'était des gens qui ont su se hisser non seulement au niveau des meilleurs soldats de l'époque, mais leur être supérieur et leur infliger des défaites. Donc, je me suis dit que Spartacus avait créé une armée. Et effectivement, en relisant les textes beaucoup dans le détail, en cherchant un petit mot à droite, un petit mot à gauche, en rassemblant tout ça, je suis arrivé à rédiger un chapitre intitulé, consacré à l'armée de Spartacus, et qui montre que Spartacus a su vraiment créer une armée digne d'affronter les Romains, même si elle était finalement vaincue. Et c'est ce qui justifie le titre que je vais donner, Spartacus, chef de guerre, qui est un peu aussi un parallèle avec un autre livre que j'avais écrit consacré à César, qui était César, chef de guerre, et dans lequel je ne voulais pas présenter n'importe quel César. Alors, d'abord,
à partir de cette problématique, si vous voulez, récuser les uns et les autres, et puis vraiment essayer de répondre aux questions qui se posent. La première chose, première partie de l'étude était évidemment consacrée à Spartacus avant qu'on ne le connaisse. Où est-il né, quand, etc. Donc, où est-il né? C'est en Thrace, dans la province de Thrace, qui correspond en gros à l'actuelle Bulgarie. En gros, hein, je dis, pas dans les frontières exactes. Il est né en Thrace, sans doute vers 93 avant Jésus-Christ, et pas beaucoup plus tôt, à des dates beaucoup plus anciennes, pardon, comme le disent certains auteurs, parce qu'il est devenu gladiateur. Et alors voilà, le problème de sa carrière, de ce qu'il a fait avant d'être gladiateur, de devenir un personnage connu, nous est rapporté par un historien latin qui s'appelait Florus, qui a vécu au 2 siècles après Spartacus, et qui nous dit, oh là là, il a fait une très longue carrière avant de devenir gladiateur. Ça a été étudié par un japonais, qui était un marxiste fanatique, qui s'appelait Masao Kidoi, et qui est, quoi qu'on en dise, l'un des meilleurs connaisseurs de Spartacus. Mais Masao Kidoi se fonde totalement sur Florus, il lui fait une totale confiance, et il reconstitue une carrière extraordinaire. Donc, d'après lui, je passe une première étape qui est une erreur d'un faux sens sur le latin. Spartacus aurait été d'abord soldat, puis déserteur, puis brigand. Puis il aurait été capturé par l'armée romaine et amené à Rome pour être vendu comme esclave. Masao Kidoi, en entrant dans le détail des textes, etc., pense que cette première carrière de Spartacus aurait duré 8 ans. Pour entrer dans l'armée, il faut au moins 18 ans. Vous ajoutez 8 ans d'activités diverses, vous arrivez à 26 ans. Hein 18, je plaisante. 18 plus 8, ça fait 26. Donc il arrive à 26 ans au moins, parce qu'il a pu être recruté à 20 ans, 21 ans, c'est arrivé dans l'armée romaine. Ça n'est pas possible. Un gladiateur est un sportif de haut niveau. Or, de nos jours, un sportif de haut niveau doit être nécessairement jeune. Très rapidement, les gens qui font du football, de l'athlétisme, etc., ne sont plus capables d'être au haut niveau. Je n'aurais pas acheté un gladiateur de 26 ans. C'eût été un personnage beaucoup trop vieux. Et puis, si on revient sur cette carrière, il faut quand même connaître un peu le droit romain quand on fait de l'histoire romaine. Je sais que beaucoup de gens font de l'histoire romaine sans réfléchir au droit romain, qui est malgré tout fondamental et qui n'est pas inintéressant parce que ça règle notre vie. Mais dans le droit romain, il y a 2 règles qui sont absolues, que tout le monde connaît, et qui sont que quand un soldat a déserté, s'il est rattrapé, il est tué. Et il est même tué dans des conditions assez pénibles. Il est mis nu, fouetté jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Une fois qu'il s'évanouit, on le réveille avec des seaux d'eau, puis on lui coupe la tête à la hache. Donc, en tant que déserteur, il eût été condamné à mort. Deuxièmement, quand on attrapait un brigand, il était immédiatement exécuté, crucifié, pendu, guillotiné, ou tout simplement égorgé. Ce qui fait que dans cette carrière que Florus nous présente et que Masao Kidoi admet, il y a 2 motifs de condamnation à mort. C'eût été étonnant que le droit romain les laissait passer. Or, il y a des textes qui sont beaucoup plus sérieux. Le Digeste, qui est un recueil juridique, et un passage très court de Varron. Mais ça n'a intéressé personne parce que c'est beaucoup moins littéraire, beaucoup moins joli, c'est beaucoup moins beau, il y a beaucoup moins d'embellie. Le Digeste et Varron nous disent que Spartacus était un paysan, vraisemblablement, à mon avis, ça devait être un éleveur qui nomadisait dans les montagnes de Thrace, qui a été un jour repéré par des marchands d'esclaves. Il faisait la sieste, enfin, je suppose, hein, là j'imagine, il s'est réveillé de sa sieste, et puis il y avait 10 types qui étaient autour de lui, avec chacun une lance à la main, et ils lui ont dit, eh bien, maintenant, tu es esclave. Et il n'avait pas le choix, donc il s'est retrouvé esclave. Et c'est ce que disent ce que le Digeste et Varron nous disent, c'est qu'il a été enlevé par des marchands d'esclaves, vendu comme esclave, alors qu'il était un homme libre, et qu'ils l'ont amené à Rome. Il s'est présenté à Rome,
il a réussi à se présenter devant un tribunal. Alors ça, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel, en disant « je suis un homme libre et c'est injustement qu'on m'accuse d'avoir été qu'on me met au rang d'esclave ». Et le tribunal, injustement, a maintenu son statut d'esclave, et il en a ressenti évidemment une très grande colère. Alors, il est emmené à Rome, ça c'est sûr, vendu sur un marché. Il y avait à Rome des marchés d'esclaves. Et puis, il y fait d'abord la connaissance d'une femme. Spartacus avait une femme dans sa vie. C'est une personne sur laquelle nous n'avons aucun renseignement. Sauf qu'elle était prêtresse du dieu Dionysos, c'est-à-dire du dieu de la vigne et du vin. C'est un dieu dont on célébrait le culte par des boissons abondantes, par une vie sexuelle active aussi, et qui promettait, à votre santé monsieur, je vois qu'il y a des adeptes du bachisme dans la salle, qui promettait l'éternité aux gens qui avaient suivi ces pratiques. Alors, il y a même eu en Italie un scandale des bacchanales qui a été était immédiatement réprimé en 186 avant Jésus-Christ, parce que les Romains, contrairement à ce qu'on imagine, étaient des gens qui avaient une moralité plus rigoureuse qu'on ne le dit souvent. Les Romains, en 73, beaucoup de manuels vous disent qu'ils connaissaient une crise. Il y avait effectivement une opposition entre les deux parties de la noblesse qui dirigeaient l'État, les optimates et les populaires. Il y avait une vraie guerre civile, il y a eu des épisodes de guerre civile. Et donc, beaucoup de gens imaginent que l'État romain était très faible à ce moment-là. Eh bien, c'est tout le contraire. Cette crise est en réalité une crise de croissance. L'État romain était très fort. Depuis longtemps, il ne cessait de se développer, de conquérir région après région, de créer de nouvelles provinces. Et ce n'est pas la révolte de Spartacus qui a ralenti le mouvement, bien au contraire, parce que les Romains ont eu cette particularité qui était assez étonnante, c'est qu'ils se tapaient dessus les uns contre les autres. Comme tous les humains, ils ont connu des divisions, des guerres civiles. Comme dans toutes les familles, il y a parfois des problèmes, des troubles. Mais quand il s'agit de taper sur les barbares, eh bien là, tout le monde se met d'accord. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, par exemple, je reviens à César, qui a commandé des armées romaines quelques années après seulement. Il prenait dans son armée comme officiers aussi bien des gens de son propre parti politique, qui était le parti des populaires, que des gens de d'autres partis politiques, qui étaient les optimates. Lui, ce qui était intéressant à ses yeux et important, c'est que ce fussent, tiens, c'est un subjonctif imparfait, j'en mets un de temps à autre, que ce fussent des officiers compétents. C'était tout ce qu'il leur demandait. Donc, un État qui n'est pas véritablement en crise, et une armée qui est une armée, à cette époque déjà, de professionnels, une armée permanente, une armée qui est incontestablement la meilleure du monde. Le légionnaire romain de cette époque, c'est un vrai char d'assaut, un petit char d'assaut, mais un vrai char d'assaut. Il a un casque en fer, une cuirasse en fer, des jambières en fer. Il a aussi un bouclier qui est très pratique parce que c'est un grand rectangle de bois et de cuir collé sur plusieurs épaisseurs avec une boule en métal au milieu. Ça lui sert aussi bien à frapper le bonhomme qui est en face de lui avant de le tuer qu'à se protéger contre un certain nombre de coups. Et pour tuer son ennemi, il a deux armes qui sont terribles. C'est le pilum, le petit javelot qui est assez court, qui fait 1m80, 90 cm de bois, 90 cm de fer, très très fin. Ce qui a deux avantages, c'est que quand le pilum rentre sur un bonhomme, il le traverse de part en part sans difficulté, et s'il rate son bonhomme, s'il tombe par terre, eh bien il se plie en deux, il se casse, et le barbare ne peut pas renvoyer le pilum à l'expéditeur, ce qui pour l'époque était véritablement extraordinaire. En outre, il a un glaive, le fameux, tout aussi célèbre gladius, qui permet de frapper du tranchant et de la pointe, et qui est un glaive très court, avec une lame de 3-4 cm 4-5 cm de large,
et de 70-80 cm de long. Il y a différents types d'épées, hein, de javelots et d'épées, mais enfin bon, en gros c'est ça à cette époque, et c'est une arme terrifiante. Les célèbres phalangites macédoniens, les premiers qui avaient été créés par Alexandre le Grand, hein, les premiers qui ont rencontré des légionnaires, ont été effrayés par les blessures que causaient ces épées, qui pouvaient presque détacher un bras du tronc. C'était des armes terrifiantes. Les esclaves, eux, méritent d'être un peu mieux connus. Il y a une réalité qui est étonnante. Il y a eu une thèse de Jean-Christophe Dumont qui a, à mon avis, complètement bouleversé ce qu'on savait sur l'esclavage et ce qu'on croyait savoir. Et Jean-Christophe Dumont, à mon avis, je ne le connais pas personnellement, je l'avais rencontré, mais devait être un marxiste, un ancien marxiste qui avait renié sa foi et qui était devenu anti-marxiste comme ce n'est pas possible. D'ailleurs, quand sa thèse, Servus, qui est à mon avis remarquable, qui est d'une érudition énorme, a été publiée, elle a donné matière à des débats que vous devinez. Et ce qu'il a montré, à mon avis, qui est irréfutable, enfin, je partage son opinion là-dessus, ce n'est pas la mienne, c'est que, alors que les Grecs se posaient la question de savoir si l'esclave était une machine qui parle ou un animal qui parle, était de toute façon, n'était pas un être humain. Au contraire, pour les Romains, l'esclave était un être humain. C'était, je reprends l'expression de Dumont, c'était un homme diminué. C'est-à-dire, c'est un homme qui, comme nous le sommes tous ici, mais qui a une infirmité. Il y a des gens qui naissent sans bras, sans mains, aveugles, sourds, etc. Eh bien, l'esclave est quelqu'un qui naît sans liberté. Ou bien, il y a des gens qui deviennent infirmes à un moment de leur vie. Et de même, il y a des gens qui perdent leur liberté au cours de leur existence. Alors, les esclaves venaient de la naissance. Bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. L'esclavage, même chez les Romains, est une réalité abominable. Mais c'est une réalité qui était codifiée, et les Romains étant fanatiques de droit, il existait un droit des esclaves. L'esclave pouvait, par exemple, être propriétaire et posséder de l'argent que le maître lui donnait, évidemment. L'esclave étant un être humain, pour le faire marcher, il fallait lui donner de temps à autre un petit peu d'argent pour l'encourager. Cet argent constituait ce qu'on appelait son pécule, et avec son pécule, il faisait ce qu'il voulait. Et le maître n'avait pas le droit de lui prendre son pécule. C'était dans la loi. Si le maître lui prenait son pécule, il pouvait aller se plaindre au tribunal, et le maître était sanctionné. Alors évidemment, concrètement, ça n'était pas facile, certainement, et même en cas d'injustice, Spartacus était le premier pour le savoir, le premier payé pour le savoir, obtenir réparation n'était pas évident. Mais enfin, il avait le pécule. Et avec ce pécule, certains esclaves s'achetaient un esclave, qui était l'esclave de l'esclave, ce qu'on appelait un vicaire, hein, d'ailleurs. Vicaire, ça veut dire celui qui remplace. Et il faisait travailler son vicaire à sa place et lui se reposer. Ou bien, quand il avait estimé, il savait qu'il avait une certaine valeur. Alors je ne sais pas, hein, 20, 40, 60 sesterces. Quand il avait ramassé une somme d'argent équivalente à ce qu'il valait, il allait voir son maître, puis il lui disait, voilà, je vaux 60 sesterces, voilà les 60 sesterces, je m'achète, rends-moi ma liberté. Et il devenait libre. Alors là, comment devenait-on esclave? Par la naissance, et la naissance par le ventre, pour reprendre l'expression juridique, c'est-à-dire par la femme. C'est-à-dire qu'une femme libre qui s'unissait à un esclave donnait naissance à un enfant libre. En revanche, une femme esclave qui s'unissait à c'est même un sénateur, si vous voulez, donnait naissance à un esclave. C'était la naissance par la mère. En outre, il y avait la justice. Quand un homme commettait un délit qui ne méritait pas la peine de mort, parce que les Romains étaient assez faciles, assez portés sur la peine de mort. Donc, on va en parler tout à l'heure, quand le délit n'était pas assez grave, eh bien, on le condamnait comme esclave. Souvent, les gens endettés, un homme qui doit une somme X à un autre homme, et qui ne peut pas le rembourser ou qui ne veut pas, eh bien, il est condamné à devenir l'esclave de l'autre homme, qui récupère ainsi une partie de ce qu'il a vendu. Il y a les prisonniers de guerre. Donc après une bataille, le général décide.
Et dans la guerre des Gaules, c'est assez étonnant, où il peut libérer les prisonniers. Il leur dit, vous mettez vos mains dans vos poches, puis rentrez chez vous. Évidemment, on les laisse pas repartir avec leurs armes. Vous repartez tout nus, je ne veux plus vous voir. C'est arrivé. Ou bien il les vendait comme esclaves, ou bien il les faisait exécuter. C'est le droit de la guerre, c'était le droit de la guerre. Hein. Dans l'Antiquité, c'était normal. Il les faisait exécuter, ou bien il les transformait en esclaves. Et là encore, c'était le droit de la guerre. Je ne sais plus dans quelle bataille, après la bataille, César dit je donne un esclave à chacun de mes soldats en récompense. Et alors les soldats, ils en font ce qu'ils veulent. Ils les gardent pour repasser leur chemise, ou pour faire la cuisine, ou ils les revendent pour avoir de l'argent. C'est une possibilité. Et puis il y a la chasse aux esclaves, dont Spartacus a été victime, ou encore il y en avait que quand un enfant naissait, la mère n'avait rien à dire. Le père venait le voir, et il le regardait sous toutes les coutures. Si le gamin lui plaisait, il le soulevait dans ses mains, et l'enfant devenait son fils, sa fille, c'était réglé. Ou bien l'enfant ne lui plaisait pas, il disait « je ne veux pas le voir, débarrassez-moi de ça ». On le mettait sur le tas de fumier au coin de la rue, il y avait un tas de fumier au coin de chaque rue, et puis où l'enfant mourait en l'absence de soins sur le tas de fumier, ou bien un marchand d'esclaves venait le prendre, alors là il se fournissait gratuitement, il l'élevait, et puis quand l'enfant était assez grand, il le vendait. Ces esclaves, on les reconnaît à ce qu'on les appelait sterporosus, c'est-à-dire le maire d'eux. Tout simplement, c'était le nom de ces malheureux. Alors ces esclaves avaient des activités diverses qui étaient plus ou moins agréables. Il y avait les esclaves aux mains blanches, ceux qui travaillaient comme secrétaires, comptables, etc. Les esclaves qui travaillaient dans les mines, dans l'artisanat. Et puis il y avait les prostituées, mâles, femelles, et enfin et également les gladiateurs qui étaient véritablement au bas de l'échelle, ce qui est le cas de Spartacus. Alors donc Spartacus est nommé et acheté il est sur le marché de Rome, il est acheté par un propriétaire d'esclaves qui passe, qui le voit et dit tiens, ce type-là, il est pas mal, j'en ferais bien un gladiateur. C'était le propriétaire d'une école de gladiateurs. Alors, il avait dans son école qui se trouvait à Capoue, donc vous voyez sur la carte ici, tout en haut, au nord de Naples, il avait une école de gladiateurs, et les gladiateurs de Capoue étaient très réputés. Il fait entrer Spartacus là-dedans, et malgré tout, il n'était pas trop méchant, puisque la femme de Spartacus se retrouve dans le coin. Alors, où exactement, on ne sait pas trop. Mais il est utilisé, donc... non, bougez pas, non, la carte précédente était très bien. Donc, ils se retrouvent tous les deux à Capoue. Et puis, Spartacus en a marre. Il se met à discuter avec tous ses co-prisonniers, ses co-gladiateurs, si je puis dire, qui étaient à peu près 200. Donc, vous voyez ce que représentait une école de gladiature, environ 200 hommes. Il discute avec eux, et il leur dit, écoutez, nous allons mourir. Bon, un jour ou l'autre. Moi, j'ai pas tellement envie de mourir pour faire plaisir aux Romains. J'ai pas envie de mourir pour leur donner du spectacle. Je vous propose une chose, c'est nous allons nous évader. Et puis, s'ils nous courent après, on verra bien. Et il y a une discussion chez tous les esclaves. Seulement 70 acceptent de le suivre. 130 autres préfèrent rester gladiateurs. Le métier de gladiateur avait des avantages, il faut bien le reconnaître. Ils étaient bien nourris, bien logés, payés quand ils réussissaient leur coup. Ils plaisaient beaucoup aux dames, même aux dames de la très haute société, qui entraient on les laissait entrer, elles, sans difficulté dans la caserne, et on les laissait sortir aussi. Ça n'était pas sans charme pour eux. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'aucun de ces esclaves ne l'a dénoncé. Alors, à partir de ce moment-là, commence l'aventure de Spartacus, et une aventure qui est difficile à suivre, mais qui en même temps peut être suivie si on fait un petit effort. Alors, la révolte éclate à Capoue. De Capoue, les 70
gladiateurs se sauvent vers le sud. Ils vont vers Nol, Abella, et après Picéville, alors au passage. Alors d'abord, on leur envoie une sorte de police pour les poursuivre. Les poursuivants sont étrillés. Et au fur et à mesure que les esclaves avancent, le nombre augmente sans cesse. Ils étaient 70, tous les esclaves qui étaient sur les bords des routes lâchent leurs outils et se mettent à les suivre. Et Spartacus se trouve, au bout de quelques jours, à la tête d'une armée qu'il n'avait pas prévue au départ, de plusieurs milliers d'hommes. Or, les Romains commencent à se dire, mais il faut faire quelque chose. Ils nomment un prêteur avec des troupes qui lui courent après. Et les gladiateurs, enfin la nouvelle armée d'esclaves, les fugitifs comme on les appelle, se réfugient sur le Vésuve. Les Romains les encerclent en se disant on va les affamer, et puis quand ils descendront, on va les massacrer. Et en réalité, Spartacus a une première idée géniale. Il invente un stratagème pour faire descendre tous les esclaves la nuit par un endroit non gardé. Ils font un grand tour, ils attaquent le camp des Romains, ils les massacrent, et là, il commence à se constituer une véritable armée avec des armes de légionnaires. Les cadavres de légionnaires sont dépouillés de leurs armes, les gladiateurs s'en servent et se transforment en soldats. Alors, ces soldats continuent à descendre tout au long de la Campanie, en descendant du Vésuve, entre Herculanum et Pompéi. Un jour, il y a une scène un petit peu amusante. Il y a un prêteur un nouveau prêteur qui était envoyé contre Spartacus, qui se lavait. Alors mes prédécesseurs disent, je ne sais pas pourquoi, qu'il se lavait dans des thermes où il y avait une eau bien chaude, du savon, etc. Pas du tout. Quand on lit les textes, on voit qu'il se lavait de manière spartiate dans une fontaine au bord de la route. Il était tout nu. Pour bien se laver, il faut mieux être tout nu. Et tout d'un coup, un groupe d'esclaves survient et se met à lui courir après. Bon, il est parti, il s'est mis à courir, poursuivi par les esclaves, abandonnant tout sur place, ses serviteurs qui se sont fait massacrer. Et il est rentré au camp dans cette tenue. J'imagine assez que les légionnaires, quand ils l'ont vu arriver, ont dû rigoler 5 minutes. Alors, il continue vers le sud. Alors, la carte suivante, s'il vous plaît. Et il poursuit jusqu'à Thurii. Voilà, Thurii, qui est tout à fait au sud, sur le golfe de Naples, le golfe de Métaponte, de Tarente, pardon. Il descend à Thurii. Et puis, pourquoi évidemment, c'est une grande ville, pillage, oui, peut-être, sans doute, à mon avis, il voulait redevenir, embarquer et partir vers l'Orient par bateau. Mais il ne trouve pas suffisamment de bateaux, suffisamment d'équipage, suffisamment de personnes pour l'encadrer, et donc il renonce à ce départ. À ce moment-là, il a avec lui une armée qui est devenue très importante. Les textes parlent de 70 000 hommes, ce qui est très vraisemblable pour une armée de cette époque. C'était une grosse armée. Certains textes disent même jusqu'à 120 000 hommes. Ajoutez-y les femmes, les enfants, les vieillards qui les ont suivis. C'est une masse énorme qui passe et qui fait surtout son chemin depuis Capoue jusqu'à Thurii, puis sans arrêt. Ils réussissent à entrer dans les villes sans trop de difficultés. Et puis, une fois qu'ils sont à Thurii, ils ne savent plus quoi faire, puisqu'ils n'ont pas pu s'embarquer. Alors, le Spartacus a l'idée, à ce moment-là, d'utiliser son armée. Et il a une vraie armée qui est constituée comme l'armée romaine, avec une cavalerie, une infanterie, des soldats qui sont entraînés, qui savent se mettre en première ligne, en deuxième ligne, en troisième ligne, qui ont des instruments de musique, comme les légionnaires, des étendards, comme les légionnaires, et un encadrement comme les légionnaires, mais avec notamment des chefs. Alors, il y a Crixus, un Gaulois, le frisé, c'est ce que veut dire Crixus, et puis Oinomaos, un autre Gaulois, ce qui veut dire l'ivrogne. Il n'était pas forcément ivrogne, hein, c'est un nom que lui avait donné son maître. Alors, il remonte, après avoir compris qu'à Thurii, ça ne marcherait pas, il remonte vers le nord, à mon avis, avec l'espoir de gagner
la vallée du Danube par les cols des Alpes. Et il remonte à travers la même route, Lucanie, Campanie, jusqu'à Capoue. Mais à Capoue, il passe directement sur la côte adriatique en évitant le Latium, en contournant Rome de loin. Ils n'ont jamais abordé le Latium ni l'Étrurie. Et ils remontent tout au long du nord. Alors cette fois-ci, les Romains, qui ont usé 2 préteurs en vain, envoient contre lui les consuls. Et les consuls subissent une défaite assez écrasante. Mais Crixus, qui voulait aller au mont Gargano, se dirigeait vers le mont Gargano, avec 30 000 hommes, perd 10 000 morts, 20 000 morts sur le terrain, 10 000 esclaves réussissent à s'échapper et à rejoindre l'armée de Spartacus. C'est la première défaite des esclaves, mais ce n'est pas une défaite de Spartacus. Il remonte jusqu'à Modène, que vous voyez tout au nord, et à Modène, il rencontre l'armée du gouverneur de Gaule Cisalpine, le nord de l'Italie s'appelait la Cisalpine. Il est écrasé, et pour une raison mystérieuse, alors donc ça nous n'avons pas d'explication, l'armée des Spartacus, l'armée des esclaves, revient vers le sud, recommence à saccager l'Italie, et cette fois-ci, contre Spartacus, Rome met un certain Crassus, qui est un personnage qui est connu, dont on a fait un grand militaire. Il avait la réputation à cette époque. Par la suite, il s'est montré moins bon. Crassus est chargé de vaincre Spartacus, mais au début, donc, un lieutenant de Crassus subit une défaite dans le Picenum. Les soldats sont sévèrement sanctionnés, parce qu'évidemment, un général ne se trompe jamais. Hein, si ça ne marche pas, c'est la faute des soldats. Ils sont sévèrement sanctionnés. Les soldats de Spartacus descendent. Est-ce qu'on peut voir toute la carte de l'Italie, le sud aussi? Ils descendent jusqu'à Reggio de Calabre. Et il y a une première histoire. Voilà, très bien. Ils descendent jusqu'à Reggio de Calabre. Et alors, en cours de route, il y a une histoire qui est très triste. Spartacus, qui a beaucoup d'or, qui a ramassé beaucoup d'or au cours de sa marche, achète des pirates ciliciens. Il leur dit, voilà, je vous donne tout mon or, et puis vous nous transportez par bateau jusque vers l'ouest. Alors les pirates ciliciens lui disent, bon, allez en Sicile, passez en Sicile, on vous prend là, et puis pas de problème. Et alors Spartacus, il les attend toujours. Les pirates ciliciens ont pris l'or, ils se sont sauvés, on n'en a jamais plus entendu parler. Arrivé à Reggio, il a quand même essayé de passer en Sicile. C'était impossible parce qu'il y a 2 rochers, les courants sont terribles à cet endroit. Il y a les célèbres rochers de Charybde et Scylla. Voilà, il pouvait aller de Charybde dans Scylla et il a dû y renoncer. En plus, Crassus l'a enfermé dans un rempart. Ses esclaves étaient pris au piège complètement. Mais, et c'est là où vraiment on voit le génie militaire de Spartacus, il a réussi à percer, ce qui est rarissime dans l'histoire de l'armée romaine. Il a réussi à percer le système défensif par une ruse. Il a envoyé un tiers de ses hommes attaquer au nord, et les 2 autres tiers sont passés par le sud. Et ensuite, une fois qu'ils ont réussi à percer les défenses romaines, les autres les ont suivis, et toute l'armée de Spartacus est remonté à travers le Brutium jusqu'à Thurii, peut-être Métaponte. Mais là, Spartacus était piégé. Pompée revenait par le nord de l'Italie, il avait remporté la victoire en Espagne. Un certain Lucullus débarquait à Brinde, il avait remporté la victoire en Orient. Crassus était au nord et il avait la mer au sud. Il était coincé. Malgré tout, il a réussi à remporter 3 victoires plus ou moins nettes. Dans un lac de Lucanie, près d'un lac de Lucanie, près des sources du Silaris, à Pétélia, des endroits qui sont plus ou moins bien connus. Dernière bataille qui est célèbre, devant l'armée rassemblée, l'armée des esclaves, il tue son cheval. Alors ça donnait naissance à un des grands débats entre historiens, qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Les uns ont dit il tue son cheval pour leur dire, vous voyez, si je suis vaincu, je ne me sauverai pas. Si je suis vainqueur, je trouverai des chevaux dans le camp ennemi. Puis il y en a d'autres qui disent, mais non, c'est un sacrifice du cheval, c'est un Thrace. Or, chez les Thraces, il y a un dieu cavalier
Le cheval est le plus beau sacrifice, chez les Romains aussi, d'ailleurs chez la plupart des peuples indo-européens, le cheval est l'animal qu'on sacrifie au lieu de la guerre, à Mars chez les Romains. Donc les deux explications ne sont pas incompatibles, hein. Il fait un sacrifice et en même temps, il montre à ses hommes qu'il se battra avec eux jusqu'au bout. Alors il est à cette dernière grande bataille contre Crassus, où les esclaves sont vaincus, les légionnaires ne font aucun cadeau, Spartacus est d'abord blessé à la cuisse par un javelot, achevé ensuite, les esclaves sont presque tous massacrés, quelques-uns réussissent à se sauver dans les montagnes, on les a attrapés une dizaine d'années plus tard, d'autres remontent vers le nord, c'est juste pour se jeter dans les bras de Pompée qui les arrête, dit qu'il a véritablement remporté la victoire, et c'est la fin de l'histoire de Spartacus. Alors une dernière chose sur cette histoire de Spartacus, c'est que nous avons un personnage qui est devenu un vrai chef de guerre, alors qu'il n'était pas destiné à l'être au départ. C'est un berger, c'est un pâtre ou un éleveur de veaux, comme vous voulez. C'est un grand homme, incontestablement, c'est-à-dire un de ces hommes qui font l'histoire au lieu de la subir. Ce n'est pas de ma part un jugement de valeur, c'est une constatation, c'est tout. C'est un homme qui lutte pour la liberté en général, pour sa liberté, pardon, mais justement pas pour la liberté en général. Il ne peut pas croire que l'esclavage puisse être aboli. Il lutte pour la liberté, pour sa liberté. Il lutte pour son égalité, pour que l'égalité soit reconnue avec les autres esclaves. Ce sont des valeurs qui fondent avec la justice aussi, dont il a été victime. Ce sont ces valeurs qui fondent les humanités. C'est pourquoi je crois que la connaissance du latin et du grec n'est pas mauvaise de nos jours. Enfin, dernière chose, qui rompt avec ce que l'on a écrit jusqu'à présent, Spartacus n'était pas un homme gentil. Ce n'était pas un homme gentil du tout. Il a fait une guerre horrible, il l'a fait de manière horrible, il n'a jamais fait de cadeau à qui que ce soit. Il avait des raisons, évidemment, de le faire, et je ne lui jette pas la pierre non plus, mais il ne faut pas non plus également lui donner des valeurs qu'il n'avait pas, des qualités qu'il n'avait pas. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je vous prie de m'en excuser, et c'est à vous que je vais laisser la parole maintenant.